Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision. Voilà votre rendez-vous hebdomadaire dans le kiosque, donc sur Zouk Télévision. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec des chroniqueurs que je ne vais pas tarder à vous présenter. Et cette émission donc, va aborder les thèmes d'actualité nationaux, internationaux et puis locaux, bien évidemment, comme d'habitude. Donc cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Séminon, qui commence à être un habitué de l'émission. Comment vas-tu? Et puis je te demande ton actualité. Ah, tout de suite, voilà. ouais. Eh bien, bonjour, enfin en tout cas bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Maintenant qu'on est en train de fourcher. Je suis très content d'être là. J'étais absent pendant, je crois, 3 semaines, 3 éditions du kiosque. Mais bon, c'est avec plaisir, comme d'habitude, que je reviens. Et puis, toujours content d'être avec des amis pour pouvoir commenter l'actualité. Alors, tu m'as posé la question de ce que c'était comme mon actualité. Je veux revenir sur une conférence débat à laquelle j'ai participé, mais je crois que tu étais présent également. Alors, ça date d'à peu près 15 jours. Et il s'agissait de se questionner sur l'évolution institutionnelle. Bon, c'est une conférence débat organisée par le groupe de Daniel Chaumet, chercheur dynamique et solidaire. J'ai trouvé cette initiative très intéressante, sauf que, et c'est pour ça que j'en parle, j'ai trouvé dommage que nous n'ayons pas un espace pour vraiment discuter. Et ça nous aurait permis, par ces échanges, d'enrichir la réflexion en fait, sur l'évolution institutionnelle, d'autant que dans le public qui était présent, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre cette évolution institutionnelle. Donc il fallait donner la parole, à mon avis, à des personnes qui avaient un avis différent. Et j'ai regretté que ça n'a pas été possible. Malheureusement, ça nous aurait permis effectivement d'échanger avec un peu plus de contenu. Voilà, je voulais exposer ça. Quoi qu'il en soit, je pense que j'aurai l'occasion d'échanger avec les organisateurs eux-mêmes et pour éventuellement corriger le format. Parce que je crois savoir que cette manifestation aura lieu dans plusieurs parties du territoire martiniquais. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'ajoute un petit commentaire. Ce n'est pas parce qu'on est une conférence qu'on cautionne ce qui s'y dit. Hein, on vient en tant que... Bien sûr. Voilà, on vient avec l'oreille du public averti et bien évidemment la possibilité après de nous faire notre propre opinion et parfois de ne pas partager ce qui s'y dit. Voilà. Alors, Christian Ossul, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, militant de la cause sociale, des droits humains. Du bien public. Du bien public. Comment vas-tu et ton actualité, quelle est-elle? Écoute, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et aux collègues. Je suis content de vous retrouver. J'avais pris effectivement quelques semaines de congé, on va dire, dans mon congé, qui est la retraite. Mais je suis allé voir des amis que j'avais retrouvés au Maroc pendant un mois et quelques jours. Mon actualité, c'est Haïti. Mon actualité, c'est Haïti. Parce que, pour plusieurs raisons, c'est un pays que nous avons tous au cœur, dans notre cœur. C'est un pays envers lequel je pense que l'humanité sur ce globe, je ne parle même pas de la Caraïbe, a une dette universelle, puisque c'est quand même les premiers à avoir dit non à l'esclavage et à s'être libérés. Et puis tout simplement parce que par humanisme, ce qui s'y passe est insupportable et devrait mobiliser toutes les consciences et toutes les forces. Alors c'est mon actualité parce que depuis longtemps, je suis en lien avec des militants, des personnes habitant Haïti, des franco-martiniquais, enfin des martinico-haïtiens, etc. Et des militants avec lesquels j'ai travaillé de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens. J'avais rencontré à l'époque, avant qu'il soit président, le père Aristide, qui était le prêtre de la paroisse de Saint-Jean-Bosco, l'église, et qui avait une espèce d'institution qui s'appelait La famille, c'est la vie, qui était une espèce d'orphelinat. On l'avait beaucoup aidé, la CDMT à l'époque, en allant sur place en Haïti. Donc ce pays me tient à cœur. Et on débattait sur la difficulté que les Haïtiens, à l'intérieur et à l'extérieur, puissent constituer une espèce de force d'opposition pour organiser la lutte, la résistance, y compris jusqu'à la guerre civile, contre des gangs, contre des bandits, des violeurs, des assassins qui mettent en coupe réglée le peuple, la population haïtienne, avec évidemment soit la complicité directe, soit l'hypocrisie des grands pays comme les États-Unis et la France. Donc voir que cette semaine, c'est-à-dire pas plus tard que le 27, c'est daté du 27, il y a un appel et la constitution, le conseil présidentiel de 8 personnes, avec des personnalités crédibles,
qui ont un ancrage populaire et qui appellent à la lutte, à la mobilisation, à la réflexion pour constituer une forme de pouvoir alternatif qui va reconstruire la bataille pour conquérir et imposer la démocratie à Haïti, ça me fait extrêmement plaisir. Très bien, très bien. Merci beaucoup. J'ai moi-même, quand on était plus jeune étudiant, croisé les chemins de M. Leslie Maniga, qui était un grand intellectuel également, oui, tout à fait. Et on rappelle que la France a demandé à Haïti, a exigé à Haïti des remboursements qui équivalent aujourd'hui en francs, en euros constants, entre 20 et 80 milliards d'euros, si il fallait que la France restitue les sommes versées pour l'indépendance d'Haïti. Guy Albert Oufé-Duhamel, merci de ta présence. Toi aussi, on commence à te connaître et à te reconnaître. J'espère que, comme Béatrice, tu es parfois interpellé sur les chemins. Non, ce n'est pas le cas. En tout cas, bonsoir et quelle est ton actualité, s'il te plaît? Bonsoir à toi et bonsoir à nos collègues déjà. Et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Actualité, oui, plein de choses, mais je vais rester un petit peu traditionnel et culturel. Parce que je me suis un petit peu... J'aime beaucoup le crabe. Ça ne va pas vous surprendre. Et la période s'y prête, puisque nous nous retrouvons dans une période où nous allons devoir avoir des mets un peu épicés à base de crabe. Et je me suis quand même ému autour quand même de l'économie générée par cette tradition. Ah, tiens. Avec des crabes à 5 €. Ah oui. 5 €. Le crabe. Ça veut dire que comment aujourd'hui on arrive à faire ça sur un commerce spontané? On voit bien qu'il n'y a pas derrière ça, c'est des gens qui vont prendre le crabe, qui les vendent au prix de 5 €. Pêcher le crabe, oui. On les vend aussi en supermarché, ces crabes aussi au même prix. Et puis, il y a aussi des concurrents du crabe, notamment le fameux crabe de Madagascar que vous connaissez, que tantôt est à 14 € par taille. Donc, les crabes de taille M, donc c'est des moyens. Et puis, ça va de taille S, c'est plus petits crabes. Et on voit qu'aujourd'hui, on est à 7 €, des fois pour le kilo de crabe. Je ne sais même pas si c'est un kilo, c'est 800 grammes, me semble-t-il. Ou encore, on est entre 7 et 14 €. Et pourquoi j'ai dit tout ça? Parce qu'en fait, j'étais dans le supermarché ce matin et j'entendais parler un peu les gens qui s'apprêtaient un petit peu à se dire comment ils allaient pouvoir passer les fêtes de Pâques face à des choix souvent très difficiles entre notre crabe, le crabe de Madagascar, quelquefois le wassou qu'on vend. Et la question s'est posée tout de suite autour effectivement de l'accessibilité des prix. Et même sur des mets qui nous paraissent anodins de manière culturelle, on est encore à ce niveau où les gens se questionnent. Est-ce qu'on va pouvoir, cette année, manger en crabe, 5 € quand même, c'est pas quand on est plusieurs. Ou encore, dire, on est quitté ça tomber. On va manger du poulet, on va manger des ribs ou autre chose. Cela dit, le reportage d'hier soir sur la télé concurrente disait que le crabe était à 3,50 €. Je trouvais que c'était déjà beaucoup. 3,50 €, ouais. C'est 20 francs. Ah ouais. Pour plus ceux que qui 20 s'apportent en francs. vrai. Ah oui. Alors, c'est par deux niveaux. Alors, j'ai demandé au monsieur ce matin comment il faisait. Il me disait que là, pour le moment, ils vont baisser un petit peu les prix pour un produit d'appel. Et à partir de demain, Ah oui. ça va passer. Dimanche, c'est fini. Dimanche, Voilà, là, c'est long. ça qui les crabes, qui est payé crabes là. Vous imaginez, pour avoir 10 crabes, vous avez dépensé entre 50 et 60 En tout cas, oui, vas-y, Christian. Tu as fini? Oui, je t'en prie. Je peux faire juste une petite remarque prie. assez... Guy Albert prend la parole et dit que son actualité, c'est le crabe. Et Guy Albert est directeur du réseau écologique. Excellent. Et la symbolique du cancer, c'est le crabe. Excellent. Et donc, dans l'inconscient de Guy Albert, il ne peut pas sortir cette réalité. Je rappelle que cet homme a été mon patron. Donc, Donc, ne le Tu ne contredis feras pas. pas de... Donc, c'est la preuve que cette affaire l'habite totalement. Et l'apostrophe, hein. Oui, bien sûr. Comme le doute. Elle était facile. Bien sûr. Et oui, d'ailleurs, Carl Paolo m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il a refusé d'acheter 1 kilo de poisson pêché local à 29 €. Bon, maintenant, 1 kilo de poisson frais à 29 €. Donc, la problématique des prix, enfin, il sera sans doute présent une prochaine semaine, une prochaine émission, mais la problématique des prix
touche effectivement toutes les denrées et les bourses. Même au niveau culturel. Oui, absolument. Même quand il n'y absolument. a pas derrière de l'exploitation. Oui, absolument. De Enfin, vous Voilà. voulez parler probablement de la problématique de la profitation, quoi. De la... Voilà. Wow. Voilà. Ben écoute, tu as... Non, mais il faut le dire. Tu as si Non, mais à un pertinemment moment, pris il la faut le parole. dire. Ouais, oui, Bon, ouais, ouais. non, mais je réponds. Alors, parce que moi, je ne suis pas super fan des crabes. Voilà. En fait, j'aime pas les fricassés de fruits de mer. Donc, je mange les crabes, mais quand ils ne sont pas préparés en fricassé. Mais tout ça pour dire que hier, les 3 €, c'était pour des personnes bien définies. Ils ont dit que c'était un truc un peu familial pour les gens, nanana. Mais qu'on a aussi un système aujourd'hui qui se démocratise dans les gens qui vendent et qui est celui de profiter, encore une fois, de certaines occasions pour se faire du beurre sur les Martiniquais. Donc- Au point que nous ne sachions plus quel est le réel prix des choses, combien ça vaut réellement. Voilà. Donc la profitation n'est pas que d'un seul plan. Non. Ouais. Non, malheureusement, c'est contagieux. absolument. Voilà. Alors mon je t'annonce actu- un Béatrice Bellé qu'on ne présente plus et qui, elle, se fait interpeller régulièrement dans la rue pour la féliciter. Pas nous, pas nous. Non, arrête, comme chacun d'entre vous, mais c'est vrai que de toute façon, à chaque fois, toutes les personnes me disent de vous embrasser, de saluer les autres chroniqueurs, qu'ils sont géniaux. Il y a quelqu'un qui a, d'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a dit m'en bien content qu'il l'ordino pas les créoles parce que ça comme était bagaille là, plus accessible à nous, des laits, machin. Donc, Fred, ton créole, ton beau créole samaritain convient à beaucoup de personnes. Mon actualité. Alors je vais parler de 3 actualités. Une qui n'est absolument pas populiste, contrairement à ce que j'entends dire dans les milieux politiques et parfois autres. Je suis choquée du maintien en détention de M. Hervé Pinto. Je le dis. Je suis choquée du maintien en détention de Hervé Pinto. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter la loi. Je ne dis pas que la loi ne doit pas s'appliquer. Mais il y a un moment, quand on veut que les populations croient en la justice, il y a des choses qui ne doivent pas être maintenues. Je crois que c'est mettre de l'huile sur le feu aujourd'hui que de maintenir un bonhomme qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, en détention, alors qu'on sait qu'il y a un directeur d'une école ou d'un centre qui a été mis en examen pour meurtre de sa femme qui est dehors. D'accord ? Il y a des histoires de détournement de fonds à millions dont on s'est fait l'écho dans la presse, et toutes les personnes concernées sont dehors. Et j'en passe et des meilleurs. Alors quand on veut que la société, et que singulièrement des personnes qui sont parfois en situation sociale, ce qui est le cas chez nous, un peu difficile, quand on veut que les personnes acceptent la justice, quand on veut qu'ils acceptent l'idée d'un ordre public qui est autour d'une société qui fonctionne correctement, je crois qu'il y a des mots qu'on ne dit pas. Je regrette et je réprouve, par exemple, ce qu'avait dit la procureure de la République, qui était aussi une goutte d'eau sur le feu. Quand les choses sont aussi sensible, quand on sent quand même que la Martinique est un peu sur une fourmilière, sur une espèce de cocotte minute, il y a des choses dont on se passe, et ce n'est pas faire du populisme que de le dire. Parce qu'en toute sincérité, moi, je ne suis pas de ceux qui ne respectent pas l'ordre, on m'a appris ça, mais je suis de ceux qui sont outrés, révoltés par un certain nombre de pratiques, et celle-là, particulièrement, en ces circonstances-là, maintenant, à la veille de fêtes d'ailleurs, qui sont en général aussi des moments familiaux, m'interpellent et me choquent. Et lorsque je dis ça, je pense à toutes les personnes qui se disent victimes et qui sont attaquées également dans d'autres manières, et je suis solidaire aussi de ces personnes-là dans cette affaire. Je tenais à le dire. Alors, actualités Deuxième actualité, violences faites aux femmes, encore une fois, des propos tenus par des hommes comme des femmes sur la question des violences faites aux femmes. Les moyens sont encore insuffisants, le patriarcat est encore prédominant dans nos sociétés, il y a encore beaucoup, enfin on peut considérer, en Martinique particulièrement, puisque c'est là que nous vivons, que l'essentiel de la société est organisé et décidé, dirigé par des hommes. Nous sommes, nous, en tant que femmes, en train juste de dire que nous avons notre place dans la société, c'est pour ça que nous militons. Et militer pour cela, c'est pas militer contre les hommes, c'est militer pour les femmes et pour leur place dans la société. Donc je tenais à le redire, être féministe, ça ne tue pas. Il n'y a aucune féministe et aucun féminisme qui n'ait jamais tué personne. En revanche, le patriarcat a déjà tué.
Voilà. Et la troisième? La troisième, Haïti comme Christian, puisque nous savons que demain vont normalement arriver des ressortissants français, dont des ressortissants martiniquais qui ont été quelque part exfiltrés, évacués d'Haïti, dans une situation qui reste catastrophique, mais avec de l'espoir, puisque tu en as parlé, Christian, avec de l'espoir, en effet, que cette société, par elle-même, en elle-même, trouve les ressorts pour rebondir et pour se refaire. Et puis, non, la quatrième quand même, moi, demain, je ne mangerai pas d'acra, je mangerai des marinades. Voilà. Voilà. Oui. Alors, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ces moments. J'aime bien entendre ce qui fait battre votre pouls parce que souvent, on a des sons de cloche qui ne sont pas dans le sommaire proposé par Manuela, qui sont quand même nécessaires à présenter à nos téléspectateurs. Donc, premier thème du jour, interrogé sur le prix des billets d'avion entre la Martinique et l'Hexagone, Patrice Vergriette, ministre délégué au transport, en visite sur notre île, a jugé que ce dernier n'était pas si excessif que cela. Alors, je me permets de contextualiser. Il estime comptablement que les transports de la Martinique vers l'Hexagone sont de moins 33% à moins 41% par rapport à la moyenne mondiale au kilomètre. Donc, c'est son calcul. Et il met en avant ce que la Direction générale de l'aviation civile a argumenté. Et puis, il dit aussi qu'il y a une question de saisonnalité et que les transports coûtent plus cher vers la France parce qu'on voyage plus souvent en vacances. Alors, je vais vous écouter très attentivement parce que ça a eu le don de m'énerver. Et on ne peut pas, quand on est ministre, dire des choses comme ça et laisser les territoires outre-mer, les pays des océans, à côté. Alors, Raphaël, je te donne la parole d'abord. Oui, je pense que ce ministre ne connaît pas la réalité des pays d'outre-mer, et notamment de la Martinique. Il a comme une faute politique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on interroge les Martiniquais, ils sont tous unanimes, et pas seulement les Martiniquais, mais nos visiteurs, ils sont tous unanimes à dire que, et ils ont des éléments de comparaison, que le prix du billet est trop élevé. Nous sommes sur un territoire insulaire. Ça veut dire que l'un des seuls moyens pour quitter ce territoire insulaire, c'est de prendre l'avion ou le bateau. Mais le bateau, il n'y a pas de cabotage, enfin très très rarement. Nous savons qu'il y a l'Express des îles, mais bon, les moyens de l'Express des îles sont limités par rapport au transport aérien. Donc, je crois que là, et je répète, il a fait une faute politique. Puisqu'il faut savoir que la demande formulée par les Martiniquais est extrêmement forte parce qu'ils doivent se déplacer notamment vers l'Hexagone, je ne parle même pas de la Guadeloupe ou encore de la Guyane, ils doivent se déplacer vers l'Hexagone, vers la France, pour de multiples raisons. Professionnelles, santé, alors je parle devant deux professionnels de la santé, mais la réalité est bien là, il y a des gens qui prennent l'avion pour aller se faire soigner en France. Formation, loisirs, c'est-à-dire aller visiter. On sait très bien que la diaspora martiniquaise est extrêmement forte en France. Si on veut aller visiter un membre de sa famille, il faut qu'on puisse le faire de temps en temps pour resserrer les liens familiaux. Donc, nous avons plusieurs raisons d'aller en France. Et comme nous avons plusieurs raisons d'aller en France, il faut absolument que le gouvernement français soit attentif à nos demandes. Lorsque l'on sait, et c'est pour ça que le prix, je suis même allé voir la composition du prix d'un billet d'avion, pour constater qu'effectivement, il y a des frais qui sont fixes, c'est-à-dire l'achat d'avion, l'entretien d'avion, le coût du personnel, le coût des denrées qui sont servies dans les avions, etc., etc., pour constater qu'il y a une part variable. La part variable, ce sont les taxes, notamment les taxes d'aéroport. Et on peut jouer sur tout ça. Mais ça nous appelle à discuter de la continuité territoriale. Alors, c'est vrai que les Corses bénéficient d'un accompagnement financier de la part de l'État français. Ils sont à peu près 250 000, voire 300 000 maximum. Et les Outre-mer représentent à peu près 5 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas le même rapport. Et le nombre de kilomètres entre la Corse et Paris, Marseille ou Nice n'est pas le même que le nombre de kilomètres, évidemment. Quoi qu'il en soit,
il faut que le gouvernement reste attentif à cette demande qui est une demande fondamentale pour que les Martiniquais et les gens des Outre-mer de manière générale puissent se déplacer. C'est une demande qui est fondamentale, je le répète. Donc il faut absolument que le gouvernement comprenne. Alors on parle de continuité territoriale, de délégation de services publics, etc., bénéficiant à la Corse. C'est vrai, je ne sais pas si ce sera possible dans le contexte martiniquais, mais il n'empêche qu'il y a des voies et moyens pour faire baisser le prix du billet d'avion pour les Martiniquais et pour les gens des Outre-mer. Je m'arrête là parce que tu m'as déjà mis la petite lumière. Oui, voilà. Bon, je m'arrête là, mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir. Oui, tout à fait. Voilà. Je fais un premier tour de parole de 3 minutes. Je t'en prie. Et puis ensuite, je vous redonne la parole dessus. Alors, Christian, donc je pense que ça t'a également interpellé et j'aurais souhaité avoir ton point de vue là-dessus. Bon, très rapidement, évidemment, ça me paraît inacceptable pour 3 raisons qui me paraissent essentielles. La première, pour aller très vite, c'est que je pense qu'il ne s'agit que de mauvaise foi. Parce que ce n'est pas possible qu'un ministre qui fait partie d'un gouvernement, qui se revendique d'une France sur laquelle le soleil ne se couche pas, puisqu'elle a des territoires français sur l'ensemble de la planète, on va dire, des océans, puisse prétendre publiquement comparer le transport entre Paris et ces territoires à un transport international. On n'est plus en France quand il s'agit de prix de billets d'avion pour les populations de Martinique, de Guyane. On n'est plus en France, là. On est dans l'international. Alors, dans l'international, j'étais à Paris récemment, mais il y a des billets d'avion de Paris pour aller en Asie, de Paris pour aller aux USA, de Paris pour aller en Amérique latine, 4 fois moins cher. C'est un scandale. C'est de la mauvaise foi. Bon. Il en a plus pour son grade. Ensuite, là où c'est une double mauvaise foi, c'est que tous ceux qui voyagent à l'international voyagent de leur propre chef ou pour affaires. Nous, c'est ce que tu disais, il y a une clientèle captive qui ne peut pas faire autrement que de voyager. Parce que l'équivalent de la population martiniquaise se trouve en Europe, en France et dans d'autres pays européens déjà. Donc cette clientèle est là, ou alors on dit, il y a une muraille, les familles sont éclatées, vous n'avez pas le droit de fréquenter vos familles, etc. Donc il y a une clientèle captive. Et la troisième chose, c'est qu'il sait pertinemment, s'il prétend développer ou aider au développement de l'outre-mer, je ne parle même pas pour la Martinique, le transport aérien est une clé du développement. Pas seul, avec le transport maritime, etc., mais c'est une clé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais responsable syndical de l'hôtellerie et du tourisme. J'avais fait des études. Parce que dans mon boulot professionnel, l'une de mes obligations, c'était les analyses financières des établissements. Mais j'avais constaté que sur un billet, sur une semaine, le prix d'une semaine, ça remonte à quelques années quand même, bon, mais les paramètres doivent être les mêmes. Sur une semaine que l'on vendait à un touriste, restait dans l'économie martiniquaise même pas un quart. Même pas un quart. Et l'une des variables essentielles, c'était les billets d'avion. Parce que lorsqu'un billet d'avion est vendu par 2 fois moins cher pour aller à Saint-Domingue, Saint-Domingue peut récupérer dans son hôtellerie, dans sa restauration, etc. Mais lorsque les sociétés multinationales de transport captent déjà 2 tiers du coût de la semaine, il ne reste rien pour le pays. Et ce qui est vendu en plus aux touristes, évidemment, beaucoup de marchandises, etc., sont encore importées. Donc il faut aussi renvoyer. Donc vous voyez, cette décision de non prise en compte du tarif du billet d'avion, c'est faire le pari qu'on n'a pas besoin d'aider au développement de l'outre-mer. Très bien. Guy Albert. Moi, je suis clair. Ce monsieur habite Paris. Dunkerque. Il n'habite pas la France, le pays des océans. Ce monsieur n'a probablement pas payé le billet quand il est venu faire cette annonce. Et il ne voyage peut-être pas dans les mêmes classes que nous. Je crois quand même que toute profession gardée, là où je pense que je suis vraiment attristé, c'est que cette déclaration, elle est poignante. Ça veut dire comment vous n'êtes pas capable. Comment vous n'êtes pas capable de faire un petit effort pour pouvoir voyager. Et bon, il oublie peut-être que nous sommes dans un pays du Buidum, où on a peut-être offert des billets d'avion
ce même gouvernement, tantôt, pour faire partie d'une population. Il oublie qu'il y a eu aussi une histoire de ce pays avec la France. Et puis il oublie aussi qu'il y a une obligation légale qui est celle de la continuité territoriale. Et je crois que ce sont des mots malheureux. Et quand il propose une tarification sociale, il devrait peut-être davantage employer le mot solidaire. Car je crois que quand on parle de tarification sociale, il n'y aura pas de couverture voyage universel. Sauf s'il nous annonce effectivement un plan de gouvernement en ce sens. Je crois que ce sont des mots malheureux. Les commentaires, pour moi, n'ont guère de sens. Quand il parle de concurrence entre les compagnies, de dire voilà que l'État n'aura pas trop à intervenir parce que ce serait... Je crois qu'à un moment, les liaisons commerciales, on en a déjà parlé sous ce plateau, Raphaël l'a dit, l'étude d'un prix de billet, c'est très simple à faire. Carburant, les frais fixes, etc. Mais il y a un paramètre qu'on oublie très souvent, c'est le paramètre des marges. Aujourd'hui, on ne veut pas, si vous voulez, être dans le low cost de ça, mais quand je vois des publicités, parce qu'en ce moment, il y a une grande campagne publicitaire pour une compagnie que je nommerai pas, et que je vois que dans ces campagnes publicitaires, on parle de minutes. Le vol pour aller par Fort-de-France-Paris, c'est tant de minutes. Mais on voit bien dans quelle classe on voyage à tant de minutes. Je voudrais vous parler d'une ligne que je connais bien, c'est celle de la Guyane, où je vois 2 heures. 2 heures. Tu te rends compte? Ouais. Plus de 1300 euros Oui, tout à fait. Ouais. pour sortir de Fort-de-France, se rendre à Cayenne. Et là, nous pouvons poser le problème de la concurrence. Ben c'est justement, Oui. là on a une ligne monopolistique. Exactement. Et je crois que quand on a ça et qu'on parle de concurrence, on parle de mots social, de solidarité, on parle d'émotion en disant c'est pas si cher que ça, on ne devrait même pas prendre une calculatrice, on devrait simplement se taire et je crois que c'est ce qu'il faudrait faire. Merci beaucoup. Il en a pris pour son grade. Béatrice, à ton tour. C'est toi qui, ici, avait fait remarquer que la continuité territoriale était très favorable aux Corses. Est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres? Juste pour rappel, les Corses, 321 000 habitants. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, moi j'étais à 340, mais moi aussi, 340. Voilà, mais en fait, c'est 321 000. C'est d'ailleurs Talamoni qui l'a annoncé en parlant de continuité territoriale. Donc, ils sont moins nombreux que nous en Martinique. Donc, on peut comparer. OK? Des fois, on dit, toutes choses égales par ailleurs, nanana. Là, c'est la même chose. C'est une île, 321 000 habitants, donc à peu près comme nous. Nous, on est 360 000. OK? Ils ont 286 millions fixes par an. Plus, cette année, ils ont eu 40 millions de plus. 40 millions de plus. Pour tous les pays des océans, environ 2 millions d'habitants. 2,4 millions. 2,4 millions d'habitants. On est à peine 65 millions d'euros. On compare ou pas? Donc on a d'un côté plus de 220 millions d'euros donnés pour la Corse, pour son transport maritime et sa continuité territoriale maritime et aérienne. Et on a, pour nous, globalement, si on devait diviser dans les 7 pays des océans, on a à peine 10 millions pour la Martinique. OK? Et puis, mais il n'y a pas qu'à respecter nous. Et Bougla Kavini ici a dit nous ça pas cher. Mais on ne nous respecte pas. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça qu'on doit réaliser. Et moi, je m'enrage suffisamment sur cette question pour rappeler que ce qui est construit, comme l'a dit Christian, c'est l'affaiblissement de nos capacités de développement, l'affaiblissement de nos capacités à maintenir le lien familial, qu'il soit entre la France hexagonale ou la Martinique, entre la Martinique et la Guadeloupe, entre la Martinique et la Guyane. C'est ça qui est construit aujourd'hui. On sait très bien, il y a des groupes de plus de 3500 personnes, il y a au moins 10 groupes il y a billets moins chers qui ont été construits, où les gens signent une pétition pour faire valoir le fait qu'ils sont en difficulté, ils ne peuvent pas maintenir leur lien avec leur famille, tellement les prix aujourd'hui sont élevés. Et puis n'oubliez pas, fut un temps en plus, parce que les compagnies, il faut qu'on leur parle, mais je m'en prends pas obligatoirement aux compagnies, parce que les compagnies, ils sont là pour faire business, mais moi j'estime que l'État aujourd'hui doit assurer son rôle
de continuité territoriale. Et pourquoi je le dis d'autant plus fort? Et pourquoi je dis que nos élus doivent se saisir vaillamment de cette question et sans en faire une question sociale? Sans qu'on dise, il faut des prix pas chers pour les pauvres et tout ça, gna gna gna, ça a baissé d'ailleurs. Parce que je dis aussi que nos élus martiniquais doivent mettre aussi sur la table le fait que nous finançons par l'impôt la SNCF. Et que les déplacements donc, français interrégionaux sont financés par l'impôt français. OK? Et donc il est donc inadmissible que nos déplacements interrégionaux ne soient pas financés par l'État français, que nous n'ayons aucune aide sur ça, alors que les infrastructures et les prix des billets de train, c'est les impôts qui font qu'ils sont aussi chers, et que les déplacements, lorsque l'on voit par exemple pour les îles, comme la Corse, nous ne pouvons avoir un territoire qui est une île comme la Corse, qui a aujourd'hui plus de 200 millions d'euros, et répondre à la Martinique qu'avec 10 millions, elle a assez. C'est pas possible. Simplement parce que la Corse est à 160 km, la Martinique est à 8000 km, et j'ai fait le calcul, normalement, pour les pays des océans, ça serait 1,5 milliard si on était traité comme les Corses. Mais on demande même pas autant au kilomètre. On nous demandait même pas là. Nous seulement la même chose. Même pas, allons ne même pas calculer les kilomètres. Donnez-nous 211 millions et puis on va s'organiser, on va monter des marchés publics et puis on va voir si justement, quand il y aura des marchés publics, des délégations de services publics, on n'aura pas plus de concurrence également. Et puis on dit un petit coucou aussi à notre aéroport qui peut aussi jouer le jeu et puis parfois baisser les taxes. Très bien. Alors Raphaël, je veux juste rajouter, non, je ne vais pas être plus long, mais je veux juste rajouter que c'est d'autant plus surprenant que ça vienne de l'ancien maire de Dunkerque où le transport terrestre urbain est gratuit. D'accord. Gratuit. D'accord. Christian, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ça, tout y avait Oui, je dis quand même, comme on est dans l'ère d'inscrire des choses à la Constitution, il serait peut-être temps d'inscrire à la Constitution la continuité territoriale pour les pays des océans, c'est-à-dire qu'il y ait un élément constitutionnel indépendamment de ce qu'on nous a dit tous les jours, 73, 74, on nous dépasse ça. Il faut qu'à un moment qu'il y ait vraiment un socle de constitution qui respecte le fait que nous soyons français, des Français éloignés d'une métropole, et qu'effectivement, qu'à un moment, Béatrice, je suis toujours ému quand elle dit ça, que nous finançons sous notre impôt, et le mien et le nôtre, la SNCF, c'est à nous qu'à payer aussi. Hein. Tout à fait. Notre TVA, le machin, tout ce qu'on achète. Et que nous sommes incapables aujourd'hui, je trouve inique par contre, et ça je tiens à le souligner, qu'on parle encore d'une tarification sociale. Les mots du ministre sont forts. Après, on peut essayer de trouver de la tarification sociale. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas les inégalités. Hein. On travaille pour les compenser. C'est-à-dire qu'on ne les réduit pas. Sous malgré le temps qui est bon, qui l'aide. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les étudiants, les apprentis ont des tarifs sociaux solidaires. C'est peut-être là-dessus qu'on peut essayer d'améliorer les choses demain. Non. Voilà. On veut pour tout le monde. On veut pour tout le monde. C'est une sanction. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter ces pays-là avec autant de mépris, autant de discrimination assumée et structurée. Ce propos est profondément inique et nous touche dans notre dignité. C'est choquant. Juste une petite observation. Je reprends les mots de Guy Albert sur la fin qui parle de respect, finalement, de question de dignité, etc. C'est manger mon respect. C'est pas tout à fait sur la question du tarif, mais c'est sur la question du transport aérien. Pour avoir voyagé récemment, alors je n'avais pas voyagé depuis 4 ans, j'ai regardé les conditions de transport, mais elles sont inadmissibles. Elles sont inadmissibles. Clairement. Je suis curieux de beaucoup de choses. Donc, faisant l'enregistrement, la queue, etc., jusqu'à l'avion, à chaque fois qu'il y avait la queue, je chronométrais. Et je me débrouillais vite, assez vite pour aller vite, etc. Entre le moment où j'ai commencé la queue et le moment où je suis rentré dans l'avion à Fort-de-France, j'ai fait 2h30 de queue. Sûr. Est-ce que c'est possible qu'une personne âgée, ou d'une personne simplement un peu pas bien dans sa santé, peut se payer 2h30 de queue? Je suis rentré dans l'avion. Je n'étais pas en première classe, ni en classe affaires intermédiaire. J'avais payé un billet un petit peu plus cher pour avoir mes jambes un peu mais dans la classe économique plus, quoi. Premium, là. Mais je regardais l'espace entre fauteuils, c'est indigne, ça n'est pas possible. Donc, il y a une maltraitance, un non-respect
Et on ne va pas me faire croire que c'est partout pareil. Non. Parce que j'ai eu l'occasion de voyager pour aller sur Miami, sur les Washington, dans d'autres destinations. Je reviens, j'ai dit, du Maroc. Les places ne sont pas comme ça, même en classe économique. Donc il y a une question de monopole qui se permet de nous maltraiter et de nous imposer des conditions de voyage qui, au-delà du tarif, sont inacceptables. Très bien. Béatrice, un dernier mot. Juste parce que je vais rebondir sur ce que Christian a dit. Vous savez comment ça s'appelle nous, ça s'appelle le COI. En fait, le COI, c'est la Caraïbe, l'Afrique et l'océan Indien. Et en fait, les gens des compagnies aériennes font tout pour ne pas travailler sur le COI. Pourquoi ? Parce que le COI, donc ces destinations-là, COI, voilà, sont les destinations où les équipements des avions sont les plus défavorables. C'est là où il y a pour ceux qui ne le savent pas, hein, donc il y a quasiment 40 sièges de plus sur certains avions. Donc la place, m'en pitié, m'en coûte. Et pourtant mes jambes touchent. Dans certains avions. Donc je me dis, mais comment font les autres ? Comment font les autres ? Donc tu vois les gens en train de se contorsionner, ce machin, parce qu'ils ne peuvent pas. D'accord ? Eh bien c'est parce qu'on met plus de sièges. Et pourquoi le personnel n'aime pas ça par ailleurs ? Donc il y a plus de personnes à servir. Mais également la voie centrale pour travailler fait que le caddie choque tout le temps. Bref, pour eux, c'est une destination pourrie. Voilà. C'est vraiment une destination pourrie. Alors, encore une fois, moi, j'exhorte nos élus aussi à travailler sur ça. On ne peut pas être, contrairement à ce qu'il a dit, en fait, il n'a rien compris des chiffres. La direction de la générale de l'aviation civile a sorti des chiffres en 2022, juste après le Covid, pour dire qu'il y avait quand même un petit souci sur les prix outre-mer. Il y avait une augmentation d'environ 17% à l'international et on avait vu sur l'outre-mer une augmentation qui allait entre 28 et 41%. D'accord ? Et après 2022, ça continue à augmenter. Donc, on doit être quasiment à 50%. Avant Covid, on trouvait des billets à 350 € aller-retour, ok ? En période creuse. Donc, il faut qu'on arrête de nous raconter des titines bois sèches. Mais moi, je le dis encore une fois, nos élus, s'il vous plaît, saisissez-vous, mais mettez-vous ensemble pour vous servir de ça. Et je ne parle pas simplement des élus nationaux, que sont les sénateurs et les députés. Il faut que nos élus municipaux, que tous nos élus, lors de leur congrès, ça doit faire partie des questions, de cette question. Parce qu'il en va de la dignité. On nous manque de respect sur tout. Voilà. Très bien. Voilà. Mais écoutez, le premier sujet a été traité et j'espère que le ministre, ou en tout cas le cabinet, ou alors les fonctionnaires de ce ministère, pourront lui faire le rapport de vos observations qui ont, me semble-t-il, été très complètes à ce sujet. Voilà, deuxième thème proposé par Manuela. Donc, sous l'effet du ralentissement de la croissance et de la baisse des recettes fiscales, le déficit public annoncé mardi par l'INSEE a largement dépassé les prévisions du gouvernement. Donc, il me semble qu'on était à moins 5,5% du PIB. Béatrice, je vais te donner la parole après parce que je te sais passionné par ce sujet. Donc, on va laisser les camarades. Guy Albert, s'il te plaît. Donc, Bruno Le Maire est aujourd'hui devant, comme disait le Premier ministre à l'époque, il est à la charge d'un gouvernement dont l'État est en faillite. Quasiment. Je n'irai pas jusqu'à parler de faillite, mais c'est une situation très préoccupante. C'est vrai qu'on a un déficit public qui s'aggrave chaque jour. Je me rappelle une phrase de Christian lors d'une remise de prix qui disait « On va apprendre à mieux dépenser les miettes d'euros que nous n'avons pas ». Wow. C'était dans une remise de prix avec Lydie Marajo. Voilà, les miettes d'euros que nous n'avons pas. Et je crois que la dette publique, on la connaît, elle augmente chaque jour, elle dépasse aujourd'hui des montants qui sont colossaux, et nous le subissons quotidiennement dans le service public. C'est surtout ça, c'est-à-dire que l'interprétation que j'ai, elle est sociale, elle n'est pas forcément économique, elle est dans la réalité des citoyens et des citoyennes, elle est dans le vivre de tous les jours. Moi, je suis très inquiet, parce que j'ai vu l'analogie quand même en sortant de la crise Covid, rappelez-vous quand même, la Martinique avait un chiffre d'affaires impressionnamment haut. On avait dit qu'on n'avait jamais vu autant de chiffres d'affaires, on n'a jamais vendu autant de tôles, autant de choses, autant de matériaux pendant la période de confinement. C'est pour vous voir.
tout ça, ça m'invite sous la partie sociale, et je resterai à cette partie quand je sais que Béatrice serait très prolique sur la partie économique, et elle aura beaucoup à nous dire. C'est ce que ça va générer comme part souterraine. C'est-à-dire qu'une économie qui engendre un tel déficit, ça met d'autres leviers d'une économie souterraine, notamment à travers le trafic. Les stupes surtout. Et c'est un jeu de rééquilibrage. Et ces sociétés qui sont prédatées par l'économie, parce que c'est une prédation, prédatées vont se rééquilibrer par des modes de vie qui vont générer une économie souterraine qui va elle-même refaire partir un certain nombre de commerces. Donc on voit que c'est une spirale infernale. Les comptes sont asséchés, les services publics sont à mal. Je vois un petit peu dans la santé comment nous sommes, hein, notamment sur le CHU de la Martinique, aussi sur la partie des ménages, ce chômage qui augmente. Et je suis quand même très inquiet, car tout à l'heure on parlait de tarification sociale, tarification solidaire. Encore faudrait-il que nous ayons la tarification, même pas tarification, les moyens déjà de faire le quotidien. On ne peut plus assurer, c'est ce qu'il faut. La France n'est plus en capacité d'assurer le minimum de services publics aux Français et aux Françaises. Et aujourd'hui, c'est la débrouillardise qui porte. Cette débrouillardise, on la voit très fortement en Martinique parce que, bon, on est dans ce petit territoire, mais je suis très inquiet, car quand on a un tel déficit public, eh bien, ça génère derrière une économie souterraine et des détresses sociales qui sont majeures. Très bien, merci beaucoup, Guial. Christian, j'ai fait un petit calcul. 67 millions, 3 000 milliards, ça fait 45 000 euros par habitant de dette française. Donc, quel est ton commentaire? Alors, ça ne veut rien dire, bien évidemment. Mais c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a un problème plusieurs problèmes, mais des problèmes de fond et des problèmes d'opportunité, de conjoncture politique. J'entends un bruit là qui me dit que dans quelque temps, en avril, le 26 avril très exactement, il y a des organisations, des organismes internationaux, qui vont devoir publier leur nouvelle notation. Et donc noter la France, l'économie française, le 26 avril. C'est ça. Donc, les dirigeants du gouvernement français, sans doute, ils veulent donner le change avant. En disant, nous sommes des farceurs, mais là, nous sommes des sérieux. Parce qu'avant les élections, on parlait de quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas de limite, il faut protéger l'économie, donc il faut investir, etc. Au point que 60 000 fonctionnaires de plus ont été recrutés. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a eu une aide aux entreprises qui a été faite pour éviter, disons, des mesures drastiques pendant le Covid et après le Covid, un peu juste après, comme ça s'est passé dans certains autres pays. Mais aujourd'hui, c'est clairement annoncé que cette période est terminée. Les élections sont passées. Macron n'a plus d'enjeu pour les prochaines élections, sauf à faire gagner sa majorité, à essayer de faire gagner, de faire échouer Marine Le Pen, ce qui est un enjeu considérable d'ailleurs, et qu'ils vont s'attaquer, un enjeu majeur, et qu'ils vont s'attaquer clairement à l'assurance chômage une nouvelle fois, qu'ils vont s'attaquer aux dépenses de santé et aux dépenses sociales, quoi qu'ils disent, qu'ils vont s'attaquer au budget, au financement des collectivités locales. Voilà. Donc tout ça dans une situation où les grosses entreprises du domaine de la communication, de la téléphonie, etc., l'Internet, les grosses entreprises productrices d'énergie, etc., font des profits qu'elles n'ont jamais faits. Voilà. J'ai entendu que les marges brutes des producteurs d'énergie, depuis le début de l'année, ont été de 30 milliards. Et ça, c'est le problème de fond. Ce gouvernement qui est ancré dans une pensée néolibérale, qui consiste à défendre le libéralisme en matière économique, avec le moins possible, avec une protection sociale, parce que le modèle, c'est la protection sociale, redistribuée, mais que cette redistribution pèse le moins possible sur ceux qui en ont toujours plus, parce que ceux qui en ont toujours plus, pour eux, c'est eux qui créent le développement économique. Ce n'est pas les travailleurs, ce n'est pas ceux qui bossent, ce n'est pas la grande masse.
Donc il faut prendre toujours sur la grande masse, rogner sur les plus petits, parce qu'ils sont plus nombreux, et ça fera l'apport dont ils ont besoin pour, soi-disant, boucher les trous. Mais, vous savez, l'économie française, il y a une époque où l'Angleterre était déjà à 100% de déficit du PIB. C'est-à-dire son déficit représentait 100% de son PIB, donc l'équivalent du PIB. La France était autour de 70%. On criait sur l'Angleterre. Alors, ils ne sont pas sérieux, etc. Aujourd'hui, la France est à 110%. 110%, absolument. 110%. C'est ça. Je ne crois pas qu'à aucun moment, ils ne réussiront à redresser l'économie française, sauf à aller vers la guerre civile, en prenant des miettes sur les pauvres. De plus en plus sur les pauvres. D'accord. Sans toucher, comme avaient fait les premiers dirigeants à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, franchement, sur en faisant une imposition qui prenait plus de 80% sur les riches, enfin les plus riches. Et là, ils avaient pu réussir à relancer une économie qui était largement en crise. Mais s'ils ne vont pas dans cette direction-là, ils ne réussiront pas et il y aura de plus en plus de contestations et on va vers une situation catastrophique en France et dans les DOM. Alors, pour abonder, Raphaël, c'est toi, pour abonder dans le sens de ce que disait Christian, là encore, quelques chiffres. Madame Bettencourt, la famille Bettencourt, plus 34 milliards de plus depuis 2020. Et M. Arnaud, il a gagné 80 milliards entre 2020 et 2023. Et ce qui fait que leurs fortunes ont quasiment doublé. Donc c'est quand même incroyable que le gouvernement soit aussi autiste. Et ils ne savent pas ce qu'il faut faire de leur argent. D'autant que aujourd'hui, la France est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher dans la poche des plus aisés, je dirais même des plus riches, et on va taper. Et tu parlais effectivement de l'assurance chômage. On ne trouve pas ailleurs pour taper que l'assurance chômage, c'est-à-dire les plus démunis et les plus pauvres. Le chiffre de l'année dernière, 154 milliards en 2023 de déficit budgétaire. Ce qui est annoncé pour 2024, c'est 144 milliards d'euros. Ça veut dire que ces dettes cumulées, effectivement, ces déficits budgétaires cumulés amènent à un déficit public, à une dette de 3 000 milliards aujourd'hui. Cela veut dire que la France est endettée, a commencé véritablement à s'endetter depuis 1974, 40 ans et plus. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, la crise du pétrole en 1973-1974, je me rappelle très bien parce que j'ai commencé à être étudiant, à être à l'université en 1975, et je me rappelle que c'était la préoccupation majeure à ce moment-là, c'est-à-dire la France n'a pas de pétrole, mais rappelez-vous le petit slogan, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Mais enfin, des idées, quand on n'a pas de pétrole, c'est un peu compliqué. Donc, on voit bien que petit à petit, le pôle d'animation économique s'est déplacé de l'Europe vers l'Asie. Donc aujourd'hui, nous consommons 80% de ce que nous consommons, je crois l'avoir déjà dit ici, vient de la Chine notamment. J'étais très surpris. Je suis allé à la FNAC à Paris une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Je voulais acheter un truc de hi-fi JBL. C'est-à-dire la Rolls-Royce de l'hi-fi. Je tourne la boîte. Il y a du placement de marque. Je tourne la boîte. Et qu'est-ce que je vois ? Made in China. C'est très clair. Ça veut dire très clairement... Donc du coup, tu n'as pas acheté le... On m'a acheté. On m'a acheté parce que j'avais en plus des doutes sur la qualité, du produit. Donc ça veut dire que même ces produits-là, qui sont des produits phares de l'économie, en tout cas de la production européenne, même ces produits phares sont produits en Chine, voire demain en Inde, en tout cas en Asie. Donc, évidemment, par ce biais-là, la France se retrouve en très grande difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier que son budget est constitué, à peine commencé là, en très grande difficulté, parce qu'elle n'a pas de croissance, puisqu'elle ne produit pas. Elle importe simplement, elle n'exporte pas. La balance commerciale est déficitaire et donc forcément nous aurons encore des difficultés. Pourquoi ? Les difficultés viennent du fait que l'administration publique dépense
mais pas seulement l'administration publique, les collectivités locales et la sécurité sociale, puisque ce sont les 3 postes de dépenses importants. L'administration publique, l'État, c'est évidemment tous les ministères. Il faut rappeler que le budget le plus important, c'est le budget de l'éducation nationale, malgré tout ce qu'on a reproché, parce qu'effectivement, ils ont beau mettre de l'argent, mais 83 millions. Il n'empêche que c'est là qu'il y a un problème aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on dépense mal. Eh bien donc, les collectivités locales aujourd'hui, hier, sous François Hollande, on nous demandait 55 milliards d'économies. Aujourd'hui, on nous demande, enfin pour la France entière, 10 milliards. 10 milliards, je ne sais pas où ils vont taper, déjà sur les chômeurs, mais ailleurs également. Cela signifie donc que la France ne va pas se relever facilement de cette grande difficulté-là, parce que pour pouvoir le faire, il faudra des taux de croissance importants, ça c'est la première chose. Et désormais, et c'est pour ça que tu parlais, Christian, tout à l'heure, de la note de la France, eh bien la France qui empruntait jusque-là à des taux quasiment négatifs, va devoir emprunter à 2, 3, voire 4%, alors que c'était des taux négatifs qui lui étaient proposés. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'ornière, nous allons souffrir, nous savons déjà qu'on nous enlève des millions d'euros, des millions, et nous allons souffrir. Nous savons que les dotations de l'État diminuent d'année en année, nous le constatons. Évidemment, nous aurons, nos collectivités locales, nous aurons des difficultés majeures. Voilà. Très bien. Merci, Béatrice. Juste 2 chiffres pour compléter un petit peu. La charge de la dette est de 54 milliards aujourd'hui. La charge de la dette, donc c'est un budget à part. Quand on sait que effectivement quand tu dis la charge de la dette, il faut expliquer ça parce que les spectateurs oui, c'est ça. 83 milliards pour l'enseignement scolaire et 54 milliards d'intérêts payés. Ah, d'intérêts, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. D'intérêts payés. Voilà, exactement. Alors Béatrice, à toi. Peut-être même parler dans le langage de guerre d'intérêt de la dette. L'intérêt de la dette, oui, tout à fait. Voilà, donc la part que vous payez en plus puisque vous avez emprunté. Bon, alors moi je vais débunker en bonne économiste que je suis un peu tous vos propos et aller vers le sens d'ailleurs de Christian. Vous savez, on est en effet à la veille de la détermination de systèmes de notation où tout le monde doit montrer patte blanche. Et doit venir avec son petit cahier, plein de bonne volonté. C'est tous les États qui doivent faire ça, montrer qu'ils sont des bons ou mauvais élèves. Bon. En l'occurrence, la France a été un mauvais élève au moment de la crise parce qu'elle a beaucoup dépensé, le fameux quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, évidemment, il y a le retour de la médaille. Et le retour, c'est, puisque le gouvernement maintenant dans sa bouche, c'est austérité, austérité, austérité. Alors, les études économiques que j'ai faites m'ont toujours appris une chose. La dette n'est pas grave à partir du moment où on sait pourquoi on la produit. Il ne faut pas oublier que le 22 février, alors qu'il y a eu une loi d'orientation financière, que les élus donc, ont plus ou moins voté, plus ou moins débattu par 49.3, mais enfin bref, sur le budget, que le 22 février, donc, il a été inscrit par décret la disparition de 700 millions du budget de l'État, dont d'ailleurs 680 millions sur l'éducation, 500 millions sur le fameux plan vert qui disparaissent alors qu'on est censé travailler à la transition énergétique et tout ça. Pourquoi je dis ça ? Si vous êtes endetté, par exemple, que vous venez d'acheter votre maison et que vous êtes endetté, vous ne l'étiez pas. Vous êtes tout d'un coup endetté à plus de 33%. Bon, vous êtes endetté. Sauf que vous avez acheté une maison, vous avez investi, vous avez fait quelque chose avec cet argent. Si aujourd'hui la France s'endette pour faire de la transition écologique, même à 200% de son budget. Ou de la recherche-développement. Ou de la recherche-développement, ou de l'éducation, c'est un bon endettement. Pourquoi ? Parce que vous investissez sur l'avenir. Un pays, c'est pas bon père et mère de famille. Un pays, c'est un endroit où on voit, on a une vision, et on a une vision à long terme, et on voit au-delà parfois même de nos propres vies. C'est ça qu'on doit faire. Sûr. Et donc, aujourd'hui, l'important, c'est pas la charge de la dette. C'est pas la dette, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on en fait, c'est quoi ? Et les punitions, c'est quoi ? C'est qu'on est en train de détricoter un système social. Donc on est en train de dire, pour que les gens ils aillent plus travailler, parce que quand ils vont aller travailler, ils vont payer des cotisations, ils vont payer des taxes et tout ça, ça va générer de l'activité, ça va générer... on va baisser, par exemple, la durée d'indemnisation chômage. Sauf que l'on sait très bien qu'on a un noyau dur de personnes qui sont en situation d'inemployabilité. On sait très bien qu'à partir de 50 ans, par exemple, il est forcément hyper difficile de trouver un boulot. Sauf qu'on va
va mettre ces personnes-là, plutôt que d'être en indemnité chômage, on va les mettre au RSA. D'accord ? Puis n'oubliez pas, on va les faire travailler gratos pendant 15 heures par mois, parce que maintenant aussi, vous n'avez pas... Et puis on monte les gens les uns contre les autres. Et puis on oublie de dire, de rappeler, les chiffres que vous avez rappelés, c'est que parallèlement, il y a quand même des fortunes qui augmentent, et elles n'augmentent pas obligatoirement en sous personnel dans la poche, elles augmentent en valeur de leurs entreprises. Ce qui veut dire qu'on a des entreprises qui font énormément d'argent, et on se rend compte de quoi ? Qu'elles ont, elles, des niveaux de taxation qui sont bloqués, les fameuses flat tax, des niveaux de taxation qui sont bloqués, des niveaux de développement et d'ouverture qui sont par contre hyper ouverts. Et on dit aujourd'hui, il y a des super profits, pourquoi vous n'allez pas les prendre ? Il y a des super richesses, pourquoi vous n'allez pas les prendre ? Pourquoi vous taxez aujourd'hui une petite entreprise, voire une entreprise unipersonnelle, plus qu'une grande entreprise qui fait des milliards ? Et c'est ça qu'on est en train de dire. Et donc, c'est là qu'on a la définition quand les gens ne comprennent pas, quand on dit gauche, droite, libéral, pas libéral et tout ça. Et bien, c'est là qu'on a la définition des choses. Et c'est là qu'on se rend compte que les doctrines politiques amènent à des décisions particulières. La doctrine de la droite est celle, notamment, de M. Macron et de ses gouvernements. C'est de décrypter le système social et de renforcer le système libéral économique. Qu'est-ce que ça génère si ce n'est encore plus d'inégalités ? Et ramener à la Martinique, qu'est-ce que ça génère pour nous ? Ça va générer de grosses difficultés, même si jusqu'alors on nous a dit qu'on ne serait pas touché par les mesures d'aménagement de l'indemnisation chômage. Je crois qu'il va falloir rester très vigilant parce qu'on a aussi des grandes fortunes. On a aussi aujourd'hui en Martinique des gens qui ont fait des super profits, et qui ont bénéficié des PGE, qu'il faut commencer à rembourser, parce que là ils ne le disent pas. Prêts garantis par l'État. Voilà, les prêts garantis par l'État consentis au moment du Covid, ils vont être remboursés là. Donc la situation de la France va bientôt aller mieux, mais avant, ne t'inquiète pas. Moi, je n'ai pas peur de la dette. La preuve, contrairement à ce que tu dis, aujourd'hui, nous sommes encore bien notés, et les prévisions de notation, notamment sur l'emprunt, parce que c'est là, c'est quand on voit que tu es en difficulté. On n'attend pas la notation pour te faire payer très cher l'argent quand tu n'es pas fiable. En l'occurrence là, la France est suffisamment fiable pour être parmi celles qui, dans l'Europe, empruntent au moins cher. Donc on ne nous raconte pas de titine boissage. Tout ça, c'est fait pourquoi ? Pour endormir les petits, pour leur dire c'est normal, ça va être plus galère encore pour vous, serrez-vous la ceinture, parce que vous, là, la petite masse de homo socialus, comment on dit, assistés, on vous a trop gâté, ça suffit, ça va bien faire. Voilà. Donc, ne nous laissons pas avoir par tout ça. Wait and see, on aura le temps d'en reparler. Guy Albert, tu voulais... Vas-y. Non, moi je disais qu'effectivement, quand là où je rejoins tout le monde, c'est quand... Non, tu rejoins pas tout le monde. Non, je rejoins tout le monde. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Toute cette partie économique, c'est la traduction de politiques publiques indigestes, comme dire qu'on va enlever l'EM, qu'on va supprimer certaines choses, qu'on va devoir retravailler les retraites. C'est une justification de politique publique scélérate. C'est ça en fait. Et quand tu parles de valeurs de droite et de gauche, je pense que ce sont des fondamentaux auxquels je suis très attaché parce que je crois qu'il y a une gauche. Et je crois malheureusement qu'il y a une droite. Et quand... Salut Fredo. Malheureusement. Vous le taquinez même quand il est pas là. Oui. Malheureusement, il existe une droite. Mais nous, on aime bien le débat. Mais non, moi je suis clair dans ce que je suis politiquement. Et je me dis que c'est pas au détriment en fait de prétextes économiques totalement injustifiés, puisque vous parlez de notation tout à l'heure. C'est pas en rendant sexy cosmétique des mesures scélérates qu'on y réussira. Tout cela, vous allez voir les conséquences derrière, c'est le soutien familial, la progression des transferts, c'est les familles, c'est encore l'éducation, c'est encore des choses prioritaires. Et vous voyez, là où ça s'exprime, c'est 110 milliards, c'est bien ça, dont on parle, c'est 110 milliards... non, 110%. 110%, excusez-moi. Même plus, 112%. 112%, enfin 116%, là, qui s'élève effectivement à plus de 5,5% du PIB de ce pays-là. Le différentiel, c'est une fois de plus, une fois de trop. Eh bien, ceux qu'on ne veut jamais regarder de face, ça veut dire ceux qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, les sans-voix et les démunis de ce pays-là. Oui. Voilà. Mais je veux rajouter, à l'attention de la sœur Béatrice, que je ne crois pas à ce machiavélisme véritablement. Pourquoi ? Parce que c'est risqué sur le plan politique. Très risqué.
Nous avons eu les gilets jaunes. Nous avons eu avant les gilets jaunes les bonnets rouges. Nous avons eu récemment des agriculteurs qui se plaignaient de ceux qui étaient maltraités, avec un risque politique énorme, parce que là... Attends. Et Macron va perdre l'élection européenne, mais de manière magistrale. Aujourd'hui, on donne à Marine Le Pen 31% des voix si les présidentielles étaient organisées là maintenant. Ah ben oui. Ça veut dire que tu perds le pouvoir. Tu perds le pouvoir. Est-ce que tu peux prendre le risque, effectivement, si tu as les moyens, simplement par idéologie, effectivement libérale, parce que Macron a annoncé la couleur en disant le ruissellement. Le ruissellement. Je veux protéger les entreprises du CAC 40, les entreprises les plus fructueuses, performantes, parce que ça va descendre vers la population. On a vu que ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Mais il a eu toutes sortes de mouvements, toutes sortes de manifestations sur le dos qui lui ont fait perdre effectivement le pouvoir. Donc moi, ce que je dis, c'est que je crois très sincèrement que la France est dans une difficulté majeure. Et moi, qui suis un administrateur de collectivité locale, je peux vous dire que nous le ressentons fortement. Et je ne crois pas que la France ait aujourd'hui les moyens, je le dis tout le temps, ait les moyens effectivement de changer ça. Je ne crois pas. Alors Christian, tu as 2 minutes de retard par rapport aux autres, parce que moi, je tiens un chronomètre assez précis. Moi, je pense que la France a les moyens en réalité. C'est-à-dire que l'économie française, la richesse que représente la France en termes de savoir, d'ingéniosité, de capacité de production, de capacité d'innovation, de recherche, etc., elle pourrait tout à fait en mentir. Sauf que ceux qui sont à la tête, depuis un certain nombre de décennies, n'ont que ce logiciel libéral en tête. Et Macron, qu'il le veuille ou non, il le veut, c'est l'homme du néolibéralisme et de la banque. C'est l'homme qui pense que, et c'est pas lui seul, tout son entourage, J'ai été directeur général de l'ARS, un des 22. Et tu as souffert. Je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 1000 personnes qui se connaissent, qui s'embrassent, qui s'appellent par leur prénom, qu'ils soient de droite, de gauche, de ceci ou cela, et qui gèrent le truc, quoi. Et donc, il ne faut pas croire, ils ont ce logiciel en tête du néolibéralisme. C'est-à-dire que nous sommes l'aristocratie nouvelle non avouée, nous savons ce qu'il faut de bien pour le peuple et pour le monde. Le peuple est ignare, il ne sait pas, il faut que nous ayons la capacité de le convaincre pour qu'il nous suive. C'est ça le fond du fond de leur tête. Donc, ils ne sauront pas sortir de ça. Ils feront des petits aménagements. Ils vont prendre des mesurettes, mais ils ne sortiront pas de ce logiciel-là. Et s'ils ne le font pas, je vous dis que je suis extrêmement pessimiste. Lui, Macron pensait qu'il était le dernier barrage vis-à-vis par rapport à l'extrême droite, etc. et tout ça. Mais la catastrophe est annoncée. Ah oui. La catastrophe est annoncée. Ou alors... Après moi, le déluge. Ben oui. Oui, ou alors, il faut vraiment une forme de révolution avant. Alors, le temps pour la question est terminé, mais je suis affolé là, par rapport à ce que j'entends. On est en démocratie, et malgré les informations qui sont disponibles pour la population, il y a pour l'instant un libéralisme qui est élu. Et bon. Non, mais attends, mais le problème, c'est qu'on a fait le choix de Macron. Contre. Oui, non, pas la Martinique, mais contre Le Pen. La population française, contre Le Pen, oui. Demain, on va faire le choix de Le Pen qui va effectivement développer une économie pareille, néolibérale. Donc, la France choisit. Oui. C'est clair. Très bien. Je ne suis pas sûr, excuse-moi, mais je ne suis pas sûr que si Marine Le Pen arrive, elle fera une politique néolibérale. Hein, parce que ce n'est pas dans son idéologie. Elle aura la contrainte et la force, la pression de l'Europe, parce qu'elle ne sera pas majoritaire. Elle n'est pas seule. Mais elle n'est pas seule. Et elle va dépendre quelque part de l'Europe et des États-Unis. Enfin, ça dépend qui sera là-bas. Mais bon, ce n'est pas dans son... Dans son mindset. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a les hauts fonctionnaires aussi. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attendez, pas tout ça à la fois. Ça veut dire quoi? Laissez-le finir. Ce que je veux dire, c'est que je fais une distinction nette du point de vue idéologique et du point de vue de la politique économique entre le néolibéralisme et l'extrême droite. Je pense que l'extrême droite, son danger, justement, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ailleurs,
entre le discours et la politique qui est menée après, il y a un fossé énorme. Le langage, je ne fais pas de parallèle exact, enfin, je veux dire, court entre le troisième entre Hitler et Marine Le Pen. Mais je vais jusqu'à prendre cet exemple-là. Si vous écoutiez les discours d'Hitler avant quand il est arrivé au pouvoir légalement, en 1933, mais le national-socialisme, c'était l'appui aux ouvriers, c'était la lutte c'est pas contre du national-socialisme, oui, là, Marine Le Pen. Oui, c'est ce que je dis. Mais regarde ce que Giorgia Meloni fait en Italie. Attendez. Non, Ça, ça, là. je dis que son discours d'appui à la population, de dénoncer les magouilles aujourd'hui, les machins, etc., quand elle sera au pouvoir, elle aura elle n'arrivera pas à fermer l'économie comme elle veut le faire et à mettre des frontières infranchissables autour de la France, mais elle n'a pas un logiciel néolibéral. Elle aura la volonté de, quelque part, voilà, démagogiquement, de protéger l'économie française. Elle n'arrivera pas à la faire parce qu'il y a la pression de l'Europe, des États-Unis et ailleurs. Et des hauts fonctionnaires. Voilà, et aussi d'une administration qu'elle ne va pas arriver à balayer comme ça de retour de main. Bon, mais la France souffrira encore bien davantage avec Marine Le Pen que si c'est... Mais je veux quand même préciser... Alors, juste un mot, parce que je ne vais pas pleurer quand même sur les finances publiques françaises quand même. On fait comme si, voilà, parce qu'on a lu que le PIB est dépassé de 106%, que la France est en faillite. Non, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a maintenant des choix politiques, des choix démagogiques, des choix néolibéraux. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le mode de gouvernance de la France actuellement. Et puis il y a des portefeuilles qui sont évidemment, épargnés. Voilà. Voyez quand même toutes les générosités qu'on a pour la guerre, l'Ukraine et compagnie. Rappelons-nous quand même le coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre ce chiffre-là comme étant un constat factuel d'une misère et de l'État français. Je pense qu'à un moment, on ne peut pas dire ça. Non, mais est-ce qu'il y a une volonté de diminuer sur cette dette? C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté de remettre les choses d'équerre? Tu n'as que deux solutions. Soit tu augmentes tes impôts, ça tu ne le peux pas. Sauf aller chercher chez les riches. Mais... Voilà. Eh ben voilà. Comment c'est pas les Il manque fait de l'ordine sur le plateau. La garde de douane. Ou sinon, tu réduis les dépenses publiques. Eh ben voilà. Sauf qu'il y a des choix, On peut diminuer sur le CICE, on peut diminuer sur des grandes entreprises, on peut décider que l'effort doit être consenti par plus que les petits. Non, mais ce sont des choix. Après, on peut faire un débat stratégique. La population française ne veut pas, effectivement, des personnes qui prônent une politique différente. Nous sommes dans un système européen, un système libéral, c'est ce qui prédomine. Et forcément, nous aurons quelqu'un au pouvoir demain qui va pratiquer la même politique. Bon, allez, on arrête puisque le temps qui était accordé est terminé. Désolé, bon, j'espère en tout cas qu'on vous a éclairé sur la conjoncture économique et fiscale qui nous attend. Nouveau thème, que je vais essayer d'introduire de manière assez courte, parce qu'il y a des choses que je ne comprends plus, je vous avoue. C'est les attentats de Moscou, quelles répercussions. Alors, en propos introductif, j'ai envie de dire que le FSB est en dessous de tout. Le FSB, c'est-à-dire les services secrets de la Russie. J'ai l'impression qu'il y a eu trop d'Ukraine dans leurs préoccupations et pas assez de sécurité, alors que le système russe, il est basé justement sur la sécurité des habitants. Et là, on s'est trouvé face à l'indicible, face à l'inadmissible, c'est-à-dire l'assassinat de près de 135 personnes à Bout-Portantan. Christian, je te donne la parole. Tu veux bien commencer dessus ? Oui. Alors, tu dis que la sécurité était jusque-là assurée en Russie et tout ça. Moi, je dis qu'il faut distinguer en Russie entre des villes comme Moscou, grandes villes modernes, Saint-Pétersbourg et puis le reste de la Russie, qui est sous-développée et tout. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est une économie qui représente à peine le poids de l'économie de l'Italie, un peu moins que l'Espagne, pour un pays énorme, qui a 11 fuseaux horaires, qui a combien de millions d'habitants ? 144 millions, 144, je sais pas, millions d'habitants.
Donc c'est lamentable. C'est-à-dire que pour le PIB par habitant est nettement inférieur à tout ce qu'il a. Et puis pour une économie militaire qui, je crois, représente à peu près, un budget militaire qui représente à peu près 30% 30% du PIB national, alors que dans les dites démocraties occidentales, c'est autour de 2%. C'est ça. Et alors on dit, bon, c'est un pays puissant militairement, etc. Enfin, je fais juste un petit panorama pour situer le problème. C'est un pays puissant militairement, etc. Mais enfin, le budget de l'armée russe, c'est 10% du budget de l'armée américaine. Il faut relativiser les choses. Donc, ils sont embarqués par erreur d'analyse politique, à mon avis, alimentée d'ailleurs par le FSB, sur le fait qu'en 2 jours, ils allaient mettre la main sur l'Ukraine, ils sont embourbés dedans, sauf qu'évidemment, il y a une telle différence de population, en fait, de réserve d'effectifs, et puis que l'Ukraine n'avait pas une industrie de production d'armement, elle est obligée de compter sur les Occidentaux qui lui donnent ça, en lui tenant la tête hors de l'eau comme ça, pour lui donner des armes sans qu'ils aient une capacité de fourniture au rythme qu'il faudrait pour qu'ils remettent les Russes chez eux, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'aller conquérir. Je n'ai jamais entendu personne dire qu'il voulait franchir la frontière, ni l'OTAN, ni les Ukrainiens, etc. Bon, donc, aujourd'hui, il y a un attentat. Les gars ne veulent pas reconnaître que cet attentat, alors qu'ils en ont déjà subi en Russie, ils ne veulent pas reconnaître que cet attentat est perpétré par l'État islamique. Bon. Or, l'État islamique, tous les services secrets ont averti, savaient que l'État islamique n'est pas, bien qu'ils aient été affaiblis en Orient, on va dire, ils sont présents en Afghanistan, ils sont présents dans une série de régions, et donc il y avait des risques d'attentats là, comme il y en a en France, etc. Donc aujourd'hui, c'est la preuve par 9 que tout le système en Russie est mobilisé pour essayer de poursuivre cette guerre insensée de conquête coloniale impérialiste d'une partie de l'Ukraine. C'est ça qu'il faut dire. Parce que quand j'entends qu'ici, des gens soutiennent la Russie dans cette guerre contre l'Ukraine, je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, quel que soit, je n'ai jamais vu un tank ukrainien ou un avion ukrainien en Russie. Moi, je vois le contraire. Donc comment on peut soutenir la volonté de conquête impérialiste de territoires étrangers pour des raisons géopolitiques? Ça ne peut pas m'habiter. Donc ils sont tellement embarqués dans ça qu'il leur faut absolument mobiliser tous leurs moyens pour cette guerre-là et finalement prêter le flanc à tout ce qui peut se passer à l'intérieur du pays. Et donc c'est une autoroute pour les islamistes, et ce n'est pas la dernière fois. Je ne leur souhaite pas. Parce que moi, je soutiens la vie, je soutiens les peuples, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, de quelle couleur qu'ils soient, sur tous les fuseaux horaires de la planète, je soutiens les populations. Eh bien, je pense que leurs dirigeants ne les mettent pas à l'abri, contrairement à ce qu'on croit, avec quoi qu'ils disent. D'accord. Raphaël, 4 minutes. 4 minutes. Oui. Moins. Oui, ce sera certainement moins, parce que minutes. C'est un sujet qui, bon, est moins sexy pour moi, mais... Non, mais je me demande ce que les Russes vont faire en Ukraine, sincèrement. Ils ont des visées impérialistes comme d'habitude, puisqu'ils sont allés en Afghanistan, la Tchétchénie, ils ont fait une guerre pas possible pendant 4 ans. En Géorgie. Crimée. En Géorgie, bien sûr. La Crimée. Et sur la Crimée, mais qui est au sud de l'Ukraine. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils ne vont jamais, mais vraiment jamais, contraindre ce peuple-là à devenir un peuple russe. Pas possible. C'est un peuple qui se sent souverain. Et même si la Russie gagne cette guerre, ce sera invivable parce qu'il y aura de la guerre civile, en tout cas, une résistance permanente à l'oppression des Russes, et ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont perdre beaucoup de temps, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre de l'argent en Ukraine. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est une vraie perte de temps et ils n'arriveront jamais à s'imposer dans ce pays. Mais c'est mal connaître la Russie. La Russie a des visées impérialistes en permanence. Ils sont nostalgiques de l'Union soviétique. Et ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable revendication de la part des peuples, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur toutes les latitudes, pour qu'on respecte leur souveraineté. Même regardez ce qui se passe en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où effectivement, on fout dehors
les Français, même si les Russes viennent là, mais il n'empêche qu'il y a une revendication de la part des peuples pour qu'ils s'administrent eux-mêmes, qu'ils s'administrent leur pays. Donc, quand Poutine dit oui, mais ce sont les Ukrainiens, parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai lu un peu, un narratif anti-ukrainien. Donc, Nazi. il dit, oui, ce sont les Ukrainiens. Et la démonstration a été faite que c'est effectivement l'État islamique qui a fait cet attentat. Et comme tu disais, Christian, tout à l'heure, nous ne sommes pas à la première attaque de la part de l'État islamique, puisque Moscou et Saint-Pétersbourg, Leningrad, ont toujours été attaqués dans le métro, les aéroports, etc., de manière régulière, puisque la guerre en Tchétchénie a laissé des traces, et pas seulement en Tchétchénie, mais également en Afghanistan, puisqu'on sait très bien que les Américains soutenaient Daesh et les Russes soutenaient les talibans. Donc forcément, il y a une guerre entre les deux communautés, en quelque sorte, si on peut dire ça, qui fait qu'aujourd'hui, Daesh attaque la Russie par Moscou et par Saint-Pétersbourg. Donc, qu'ils tiennent ce discours, à savoir, non, ce sont les Ukrainiens, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques terroristes qui soient allés en Ukraine, qui aient fui en Ukraine, mais franchement, ils ne trompent personne, évidemment, et surtout pas sa population, qui le sait, même si ils maîtrisent les médias, de telle sorte qu'ils fassent passer toutes ces informations erronées, mais il n'empêche que les gens qui ont l'habitude de voir des actions terroristes de la part de l'État islamique en Russie ne sont pas dupes, à mon avis. Donc, Bien sûr. J'ai bien dit que c'est pas très sexy pour moi, mais quand même. Il y a des choses ridicules. Quand même. Comme tu dis. Il y a des Quand même. choses ridicules. Les gars, ils retournaient en Russie, ils ont une petite Renault et puis Oui. ils vont vers l'Ukraine, mais il faut qu'ils passent par la Biélorussie. Et puis, quand ils seraient restés les quatre mecs enfermés Comme des dans la bois. voiture sur des centaines Mais de oui, kilomètres, comme des mais oui, remparts exactement, pour l'accueil. exactement. D'accord. Donc, bon, voilà. Moi, je pense que cette guerre-là, malheureusement, cette guerre pèse sur, comment dire, l'économie des autres pays, notamment les pays européens, puisque le gaz et le pétrole russe alimentent à la fois les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., et la Belgique, et peut-être un peu en France. Mais bon, le problème, c'est que ça pèse sur nos économies et c'est dommage. Voilà. Béatrice, il a tenu 4 minutes pile. Oui, Ah bon, j'ai très vu bien, ça, très j'ai vu ça. Finalement, pas sexy, mais hein, il s'intéressant. Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, juste parce que je pense que, bon, on ne saura jamais. En toute sincérité, là, aujourd'hui, c'est la guerre des propagandes, qu'elle soit ukrainienne ou qu'elle soit russe. Il y a de la propagande des deux côtés, on ne saura jamais. Parce que vous allez tout entendre. Voilà ce qu'il faut qu'on arrive à dire à nos compatriotes. Vous allez tout entendre et je crois que il y a une chose qui est sûre, a priori, c'est que quoi qu'il en soit, les groupes islamiques avaient menacé déjà, au-delà de ce que les services, notamment américains, avaient prévenu la Russie et tout ça. Il y avait eu des menaces et la Russie n'est pas à l'abri de toute façon de choses comme ça. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que nous n'avons aucun intérêt à ce que cette guerre perdure, tout simplement. Voilà. Donc, lorsque moi aussi j'entends, je suis choquée, lorsque j'entends des pro-Poutine, ah oui, et qui nous font de la géostratégie, vous savez, l'OTAN, gna gna gna, ils ont mis les chars, les accords de Minsk et tout ça, et tout le monde veut vous faire un cours de stratégie géopolitique, historique, où on oublie la moitié. Je crois que, en toute sincérité, à part le droit européen, il n'y a rien de plus complexe que la géopolitique. Parce qu'il faut embrasser tellement de sujets en même temps que simplifier les choses entre il y a le bon, le mauvais, c'est trop facile. Bon. La seule chose, par contre, c'est que nous, on n'a rien à y gagner. Parce que depuis, en bas, il a augmenté, c'est l'Ukraine. D'accord ? Donc nous n'avons, je demande à nos compatriotes de comprendre que nous n'avons rien à gagner à ce que cette guerre perdure. Nous avons d'ailleurs tout intérêt, puisque donc ça va couper un certain nombre de justificatifs aux gens qui augmentent leur prix. Ça, à part aujourd'hui économiquement nous desservir parce que sur un territoire qui n'est pas si loin européen, quasiment européen, de toute façon sur un continent, une partie c'est l'Asie, une partie c'est quand même proche de l'Europe, nous n'avons aucun intérêt à ce que cette guerre perdure, nous n'avons aucun intérêt à soutenir ni certainement pas Poutine, qui est oui un impérialiste, hein, les gens oublient. Moi, ce qui m'interpelle dans cette nouvelle façon de voir les choses, c'est que les gens oublient. Les gens oublient que, à l'époque du communisme,
C'est vrai, les Afro, et notamment les Africains, étaient bien accueillis dans les grandes villes russes. Soviétiques. Mais enfin, soviétiques, de l'Union soviétique. Mais enfin, ça fait longtemps que ça s'est terminé. Hein. Et ça fait longtemps que les Africains qui vivent en Russie parlent des conditions délétères par lesquelles ils sont traités, et du racisme qui est à leur endroit. Vous avez des Martiniquais aussi qui faisaient produit d'ailleurs produit par Poutine. On oublie qu'au moment de la crise sanitaire, on a refusé que des Africains prennent des trains. Ok, ça c'était pas les Ukrainiens, hein, c'était les Russes. Ok, on oublie. Alors, en nous garder ça de façon intelligente et surtout regarder, se dire que aujourd'hui nous sommes quand même dans un ensemble qui s'appelle la France. Nous n'avons pas intérêt obligatoirement à ce que la France s'en mêle. Je veux dire aussi que lorsque l'on a un pays et qu'on se dit 7e puissance, vous voulez quoi? Que Macron il dise quoi si ce n'est oh, j'ai aussi la bombe atomique. Ok? Donc calme-toi quand tu vas un peu partout dire que notre pays, c'est un pays que tu écrases en moins de 2. Ce n'est pas vrai parce que nous nions aussi des moyens. Mais ça, c'est normal. Ça fait aussi partie. La bombe atomique, c'est pas censé être un instrument d'ailleurs de guerre, sinon Poutine l'aurait utilisé. C'est de la dissuasion. Donc qu'un pays qui est doté de la bombe atomique dise de façon dissuasive, nous aussi nous nions, et si ou cassons j'ai fait, eh ben nous aussi nous cassons j'ai fait, c'est normal. C'est la seule chose qu'il faut entendre par le soi-disant va-t-en-guerre de Macron. Il est normal que lorsque des pays sont interpellés et attaqués ou menacés sur leur sol, que eux-mêmes montent les muscles. Moun pas qu'a fait ça. Alors là, moun qu'a agressé ou pas qu'a dit bon. Enfin, moi, je cours. Hein, voilà, mais... très bien. Alors, Guy Albert, j'ai entendu 3 positions qui étaient véritablement alignées les unes sur les autres, alors que moi, j'aurais établi un petit peu de nuance. Peux-tu équilibrer le débat? Parce que Minsk, ça a quand même compté, hein, et parce que les russophones ont quand même souffert en Ukraine. Oui. Alors, vas-y, je te donne la parole maintenant. Tu dis quand même que Zelensky parlait russe? Zelensky parle russe. Oui, mais il parlait russe juste avant la guerre. Hein. Vas-y. Non, je vais revenir quand même sur les attentats. Oui, c'était ça le sujet. On a 140 morts. C'est un acte de terrorisme, contrairement à ce que pense M. Poutine. On connaît l'État djihadiste, on sait comment ça fonctionne. Il n'y a aucune raison que la Russie soit épargnée par ces malfrats. Hein, ça, on sait très bien comment ça fonctionne. Eh bien, je pensais que Poutine allait faire une guerre atomique contre le djihadisme, mais il n'a pas osé. Et puis le prétexte aujourd'hui qui est emprunté d'accuser l'Ukraine en disant « j'ai des preuves », c'est ce qui... nous avons des preuves, mais sans les donner vraiment, en les supputant, je pense que c'est un peu plat. Mais là, c'est une chose. On viendra sur les répercussions. On est quand même dans une guerre qui tarde. 75 000 morts côté des Russes, comparé à 140. 31 000 côté ukrainien. C'est les chiffres officiels, ça. Oui, ce sont les chiffres officiels. C'est beaucoup plus. Hein. Alors, ce sont les derniers chiffres. Ça augmente forcément. Vous savez comment ça se passe dans une guerre. Tantôt on dit ces chiffres-là, après on les corrige. Mais en tout cas, on sait qu'on est sous plus de 100 000 personnes décédées. Dont des prisonniers. Dont des prisonniers. À côté, on a 140 personnes lâchement tuées dans une salle de spectacle. Alors que les Russes ont tous leurs chars, tout leur arsenal, chez les Ukrainiens, voulant récupérer le pays, qu'ils disent par leur impérialisme. Ça, c'est une chose. Les répercussions sont immenses sur la santé des gens. Ça, je veux dire, les gens ont peur. C'est-à-dire que souvent, on est très éloigné, parce qu'on est dans une émission, quand même, où on parle à des Martiniquaises et des Martiniquais, tu le disais. Les gens ont peur. Les gens se demandent, est-ce qu'on va rester habiter à Paris ? Est-ce que je ne vais pas revenir en Martinique ? Est-ce que d'ailleurs, en Martinique, je serai en sécurité ? Il y a des agents qui ne veulent même plus partir en mission. Enfin, qui se disent, mais si Poutine fait une bombe là, sur Paris, les gens vivent... Non, mais il faut... On parle de répercussions. On parle de répercussions. C'est la peur des gens. La répercussion, c'est la peur des gens. Les gens ne sont plus tranquilles. Les gens vont enlever leur argent à la banque. Donc ils se disent, mais ça fait là que j'étais là, si je n'ai pas ni en l'eau, si même était là. Voilà. Pour faire des madeleines. Notamment. Mais je crois que ces répercussions vont très loin. Et je lisais un article sur les conséquences psychosociales de ce conflit.
en dehors du conflit lui-même, c'est-à-dire en dehors de l'Ukraine, en dehors de la Russie, eh bien, les gens vivent dans la peur, dans l'anxiété. Et même si on ne voit pas directement les répercussions économiques, mais je crois que c'est un climat, et Béatrice, tu l'as dit, il faut que cette guerre cesse. Il faut vraiment que cette guerre cesse. Par contre, il y a aussi une autre répercussion. Vouloir excuser le terrorisme, vouloir aujourd'hui dire que c'est une sorte de propagande déguisée, c'est une intrusion de l'Ukraine et qui a fait 140 personnes mortes dans une salle de spectacle. En plus, on est à Moscou, hein, je rappelle, on est à Moscou, on n'est pas dans des campagnes, on n'est pas aux portes de la Biélorussie, on voit bien. Et parce qu'on a vu fuir quelqu'un en direction de l'Ukraine, je trouve ça quand même petit, parce que le terrorisme est un vrai sujet de nos sociétés, un vrai sujet. Mais pour revenir vraiment aux répercussions, je crois que ce que je retiens de plus, c'est la perturbation. Et je lisais déjà dans cet article-là le nombre de suicides qu'on a. Et là, je vous encourage à le lire, je vous passerai le lien. On a augmenté le nombre de suicides, le nombre de personnes dépendantes d'anxiolytiques, dépendantes d'antidépresseurs, parce que ces situations géopolitiques le sont peut-être pour nous, on les comprend, mais ceux qui ne les comprennent moins, aujourd'hui les gens ont même peur de prendre l'avion. C'est le parce qu'ils professionnel disent de la peut-être santé. qu'un missile partira et que je serai mort à bord. On est à ce niveau de... Alors je veux juste rajouter, pour ne pas casser l'ambiance, qu'il ne faut pas oublier que la Tchétchénie, c'était 4 ans de guerre. Oui. Et que l'Afghanistan, c'est 10 ans avec les Russes. C'est possible. Bon, Ouais, mais en tout cas, mais Et t'as vu le que compte les déjà. Européens sont très prudents. La France, Macron a voulu effectivement créer une... ambiguïté stratégique. Oui. Mais créer un mouvement autour de la participation des Européens à cette guerre, mais il n'empêche que ça ne prend pas tellement là. Bon, alors là, 4 minutes pour vous faire 2 thèmes. Donc je vous propose le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est, Béatrice? Bon, c'est un traité qui a été pris, me semble-t-il, en 2016, puisque c'était d'ailleurs Oui. sous Macron et sous Hollande, gouvernement socialiste, avec des accords de libre-échange. Absolument. C'est ça, un accord, le CETA. C'est un accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Oui. Donc l'objectif d'un accord de libre-échange, c'est d'encourager les échanges, de les démultiplier, d'encourager les investissements donc des entreprises canadiennes sur le territoire européen. C'est également, normalement, un accord de libre-échange, lorsqu'il est voté à l'Europe, doit être, ce qu'on dit, ratifié dans les États membres. Par les parlements. Par les parlements. Et en l'occurrence, le sujet, je ne sais pas si les gens ont entendu parler de ça, normalement, donc les parlements, le Sénat et l'Assemblée nationale auraient dû voter la ratification de ce traité. Et vu que ça ne venait pas, les communistes au Sénat ont profité de ce qu'on appelle la niche parlementaire, donc leur possibilité de proposer, de faire une proposition de loi, en ont profité pour glisser le CETA. Ah, vous oubliez, on ne l'avait pas ratifié, donc là, la question se pose. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les communistes ont voté contre la ratification, les socialistes, au nombre de 70, ont voté contre la ratification, et les LR, quand même ultralibéraux, ont voté contre la ratification. Branle-bas de combat, catastrophe, échec cuisant quand même pour Macron, mais il faut dire aussi, encore une fois, la question de la confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord est quand même déjà mise en œuvre. Ah oui, c'est-à-dire qu'il s'applique déjà, ce CETA. Partiellement. Bon, il est déjà grandement mis en œuvre. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque, alors il est censé y avoir une navette parlementaire, donc à nouveau, parce que il avait déjà été ratifié par l'Assemblée nationale, il est donc pas ratifié par le Sénat, et donc il va repasser par l'Assemblée nationale. Il devait repasser courant mai, Macron a dit non. Donc il n'y aura pas de présentation avant les élections européennes parce qu'il ne faut pas d'avoir d'échec pour M. Macron avant les élections européennes. Exact. Guy Albert, veux-tu compléter? Ou alors tu gardes ta minute pour la question suivante? Tu gardes ta minute. Christian? Non, moi je prolonge juste ce qui vient d'être dit. Leur objectif, c'est de développer au maximum les échanges. C'est la mondialisation, Macron, c'est pas autre chose. Enfin, son truc. Donc,
Sauf que pour lui, ça tombe mal, cette actualité du CETA. Ça tombe au moment de la crise des agriculteurs, du problème avec les agriculteurs. Or, un accord avec un continent, un pays continent comme le Canada, qui a une surface de production énorme, et donc une rentabilité de ces productions et une concurrence réelle. Et de concurrence réelle. Et dans les domaines des céréales, dans le domaine de la viande, dans les domaines de ci, de ça. L'huile. Oui. Donc, c'est un véritable casse-tête pour le gouvernement français et pour l'Union européenne. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, parce que je pense qu'il y a un poids de l'Union européenne qui n'a pas envie de freiner comme le gouvernement Macron. Mais de toute façon, comme vous avez dit, cet accord est déjà passé dans les faits, en fait. Il fonctionne partiellement, même si c'est partiellement. Donc il faudra qu'ils se décident à ratifier ou pas, enfin, à quelle position eux, ils prendront in fine, parce que, quoi qu'ils fassent, la pression est pour aller vers cette libéralisation au maximum des échanges. Alors il y a un problème fondamental qui sera incontournable, c'est la question des normes. Parce que les normes ne sont pas les mêmes. Donc non seulement un pays comme le Canada a une capacité concurrentielle largement supérieure à un pays comme la France, mais ces normes étant plus souples que celles de l'Union européenne, ils ont tout à fait avantage à pousser au maximum pour que cet accord passe dans les faits, et non pas partiellement, mais totalement. D'accord, très bien. Alors, inversement, vous allez parler moins, puisque alors, à moins que tu veuilles compléter mais tu ne m'as pas donné la parole. Pardon, excuse-moi. Mais on pourra réaborder ce thème, il est important quand même. Oui, il faut qu'on fasse notre thème, oui. Oui, alors, vas-y. Non, mais rapidement, parce qu'en fait, finalement, simplement pour dire qu'apparemment, ça devrait augmenter les échanges entre le Canada et l'Europe de 25% et augmenter le PIB de l'Europe, des pays européens. Sauf que je veux insister en particulier, parce que tout a déjà été dit pratiquement, sur le fait même que, et en fait tu l'as dit un peu, mais ce sont les normes sanitaires et environnementales qui font l'inquiétude des consommateurs, mais également des agriculteurs. Et puis ils ont peur de la concurrence, bien entendu. Bon, tu l'as dit, ils ont peur de la concurrence. Et puis, c'est ce qu'ils appellent les clauses miroirs. Les clauses miroirs. Donc, il n'y a pas de raison que les Canadiens ne respectent pas ces normes-là et que les Français ou les Européens, de manière générale, seront obligés de respecter les normes qui sont imposées par l'Europe. Absolument. Voilà. Qui sont beaucoup plus contraignantes que celles du Canada. Bien entendu. On en reparlera, parce que sur ça, il y avait quand même des dispositifs, notamment de l'accord de Paris, qui avait été pris. Non, mais c'est l'idée générale. Alors, 1 minute pour la dernière question. Les premiers pas pour la reconnaissance dans la loi des discriminations. 1 minute pour les deux. Et puis Guy Albert et Raphaël vont pouvoir davantage parler de leurs cheveux. C'est ça. Donc, le premier pas pour la reconnaissance dans la loi des discriminations capillaires. Projet de loi transpartisane porté par le député Servin a été adopté par la commission des lois. Il s'agit d'une première étape franchie avant le débat dans l'hémicycle. Ceux qui ont le plus de Guy Albert. parole. Oui. Alors, quel est ton commentaire pour obtenir le... Voilà. Non, je suis très, je veux dire, attentif à ces travaux sur la discrimination capillaire. Bon, vous pouvez appeler ça différemment, mais bon. Je crois qu'à un moment, il y a quand même derrière l'esthétisme. Souvent, on donne des codes esthétiques. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Sibeth Ndiaye. où elle présentait des porte-parole du gouvernement, où il y avait des gens qui étaient gênés par sa coiffure afro. Au moment où, effectivement, nos traits négroïdes sont largement discutés, et c'est d'ailleurs les travaux de Juliette Esmeralda, que vous connaissez, sur les cheveux crépus, et qui ont fait une sociologie très particulière. Je crois que ces lois de discrimination ne devront pas concerner uniquement que les traits capillaires, mais bien aussi nos mœurs, le fait de porter des colliers, des choses qui nous ressemblent un peu plus. Et que le député j'ai bien suivi son projet de loi, sa proposition de loi, ce que ça contient comme contenu, c'est assez simple au fond. Je me dis oui. Mais est-ce qu'on avait besoin, c'est ça ma question, d'arriver à une loi pour qu'on comprenne qu'effectivement que les personnes n'ont pas à être discriminées d'une manière ou d'une autre.
Cela va aussi beaucoup dans le monde de la mode, dans le monde de l'administration également, où effectivement je sais, je vais terminer. On voit les cheveux, mais il y a aussi le port maintenant des tatouages. Il y a les boucles d'oreilles, les piercings. Il y a plein de choses. Donc, est-ce qu'après cette loi sur la discrimination capillaire, on devrait peut-être envisager de nouvelles lois sur l'esthétisme global? Donc, jusqu'où ça ira sur le plan idéologique? Et puis, est-ce qu'à chaque fois qu'on discriminera à partir d'un support esthétique ou pas, est-ce qu'on devra peut-être plus codifier l'uniformisation des choses? Je dis oui, mais je suis quand même réservé jusqu'où ça pourrait aller dans la standardisation, ou bien le libéralisme total des forces. Très bien. Alors, Raphaël, juste un petit mot. Guy Albert s'étonne de la proposition de loi, mais moi je te dis, à partir du moment où l'URL a fait voter l'égalité réelle, moi je trouve que l'absurdité était déjà bien présente dans le Parlement français. Alors vas-y, Alors, faut rappeler quand même, enfin, faut indiquer que l'hémicycle, lors de la présentation de cette proposition de loi, était vide. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ça, j'avais pas observé ça. Oui, 44 personnes, 44 députés qui votent pour. Et 2 non. 2 contre et 4 abstentions. Ouais. Bon, alors ça veut dire que la navette va amener cette proposition de loi vers le Sénat. On connaît le conservatisme des sénateurs et il y a de fortes chances que cette proposition-là ne prospère pas vraiment, quoi. Bon, c'est dommage, parce que les détracteurs, en tout cas les opposants à cette loi, indiquent qu'il y a déjà le Code du travail et des dispositions pénales qui prévoient 25 critères, dont le critère physique, qui comprend naturellement la chevelure. Mais je veux aller au-delà de ça, pour dire que Servat a raison quand il fait ça. Servat a raison quand il dit qu'il faut peut-être insister sur ce critère-là de la chevelure. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos afro-descendantes... Il est très discriminant. Et descendants. Nos afro-descendantes, surtout, sont dans un déni identitaire. Oui, tout à fait. Tout le monde veut ressembler à Beyoncé, avoir les cheveux lisses. Ah oui. Non, mais Béatrice, tu secoues la tête, mais non, la réalité, c'est bien là. Attends, tu vas pas. Tu sais, je me rappelle, à une époque, j'allais avec les copains au Festival du Compas à Miami. J'étais estébécoué de voir la diaspora haïtienne avec des chevelures comme ça, là. Lissé, mais défrisé, dit-on. Il n'y en avait pas une qui avait les cheveux naturels. Il n'y en avait pas une. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos afro-descendantes, parce que les hommes ne sont pas confrontés à cette difficulté-là, nos afro-descendantes ont du mal, effectivement, à assumer leur identité. Parce que les cheveux, c'est très important. Très, très important pour naturellement le côté physique. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on mette l'accent sur ça, sur la nécessité d'être soi-même, d'assumer son identité d'afro-descendant, en tout cas, de nègre et de noir, et ça peut passer par une proposition de loi de ce type-là. Très bien. Christian, 1 minute. Moi, écoute, c'est très, très simple. Je pense que le scandale, pour moi, c'est qu'un député en France se sente obligé de faire une telle proposition de loi aujourd'hui. Très bien. Ça me paraît terrible et ça veut dire tout. Et je fais un parallèle entre ça et le problème elle s'appelle Ayana Kamura. Que le problème de la race, des cheveux, soit encore posé dans ce pays comme la France, pays des droits de l'homme, au XXIe siècle. C'est terrifiant. Moi, dans ma philosophie, je ne veux pas voir les couleurs, je ne veux pas voir les discriminations, quelles qu'elles soient, ou la censure par rapport à la liberté d'expression, etc. Pour moi, c'est des fondamentaux. Donc, sur ces questions-là, je vais m'arrêter juste sur que des questions de principe. À partir du moment où il n'y a pas la volonté manifeste d'afficher des signes religieux ou des signes attentatoires à l'humain, comme font les gens d'extrême droite, les fascistes en fait, pour se faire reconnaître, à partir du moment où l'hygiène est respectée, tout devrait être autorisé. C'est plutôt comme ça qu'il faut le poser, pour moi. Donc, absolument aucune discrimination, ni sur les couleurs, ni sur les coiffures, ni sur quoi que ce soit, et tout. Après, bon, comme tu dis, la réalité est ce qu'elle est. Il y a des gens qui se sentent
Mais c'est une réalité, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que la personne est tellement mal à l'aise parce qu'elle n'a pas les cheveux qu'elle souhaiterait avoir, qu'elle est plus, comment dire, elle est plus, elle vit plus facilement sa petite vie quotidienne, déjà dans la misère, que d'avoir des cheveux lissés. Bon, donc, c'est pas autoritairement qu'on va lui dire ne te lisse pas les cheveux parce que tu es capable de reconnaître ton identité, tu es une négresse d'Afrique comme nous, comme tous, et il faut l'assumer, etc. Non, laissons-la, faisons l'éducation. Faisons l'éducation, voilà, c'est ça, faisons l'éducation. Faisons la culture progresser. Ouais, J'en arrête. Parce que c'est pas autoritairement qu'on peut régler ça. Le scandale, c'est qu'on fasse une loi comme ça aujourd'hui. D'accord. Absolument. Alors Béatrice, je sais que ça te passionne. Oui, non, mais c'est surtout parce que je suis concernée. Je suis concernée par ces femmes qui ont défrisé leurs cheveux, je l'ai fait, par des usages capillaires. C'est très important. Il faut savoir que le budget beauté capillaire des femmes afrodescendantes est 2,5 fois supérieur. Ah bon? Oui. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par une agence qui s'appelle l'agence ACA. Je salue Didier Mandin s'il nous regarde, un Guadeloupéen, qui a fait des études sur ça et qui a démontré que le budget beauté des afrodescendantes, et notamment pour leurs cheveux, était de loin supérieur au budget des occidentales européennes aux cheveux lisses. Bon. Donc il y a une importance que l'on a, qui vient de l'histoire. On ne va peut-être pas refaire le chose. Mais alors là où je me porte en faux, c'est qu'il y a réellement aujourd'hui une culture nappie, c'est-à-dire de la femme noire qui, avec des vrais cheveux, avec des faux cheveux, avec quel que soit, revendique elles sont tellement belles, une afrodescendance. Mais en fait, ce n'est pas un critère de beauté, c'est aussi le fait que nous avons désappris à nous occuper de notre type de cheveux. Donc, on réapprend, on a des méthodologies maintenant qui sont nouvelles, on sait qu'il faut hydrater le cheveu, alors qu'on nous disait par exemple qu'il ne fallait pas le mouiller, parce qu'il mouille alors qu'il faut l'hydrater, on sait comment l'hydrater, on sait que c'est un cheveu aussi qui se casse très vite, qu'il faut moins manipuler, qu'il faut faire des coiffures, ce qu'on appelle des coiffures de protection, mais que le cheveu noir pousse. Voilà. Et donc la femme afro recommence à s'aimer parce qu'elle a la méthodologie pour s'occuper d'elle-même. Et je suis d'accord avec le fait que c'est une éducation. Je ne veux pas non plus que ça devienne un diktat. Voilà. On fait ce qu'on veut. Voilà. La réalité, c'est qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut. Si les nénettes, elles ont envie de ressembler à Beyoncé, qu'elles ont envie de mettre des perruques blondes, elles vont mettre des perruques blondes et ressembler à Beyoncé. Si le lendemain, elles ont envie de faire un bel afro, elles feront un afro. Si le surlendemain, elles ont envie de faire des caca-cabrites, elles vont faire des caca-cabrites. Et moi, j'estime en effet que dans l'espace public ou même dans l'espace professionnel, à partir du moment où la coupe de cheveux ne nuit pas à l'hygiène, à la cohérence, à ceci, à cela, aller dire à une femme qu'elle est obligée de défriser ses cheveux. Et c'est vrai que j'en connais à Paris. J'ai une amie qui a attrapé des maladies avec ses cheveux, qu'elle essaye de rattraper maintenant, parce qu'elle a fait que de les défriser et que de les brushiner pour correspondre à une espèce d'image dans le milieu de la finance, des femmes à cheveux lisses, toujours bien coiffées, machin. Aujourd'hui, elle récupère sa nature de cheveux. Et je crois que ce que ça dit, c'est que les femmes doivent pouvoir, encore une fois, avoir la liberté. Et pour gagner cette liberté, pour ce qui est de la femme noire, qui a été brimée sur ce qui est de son cheveux, l'homme aussi, par ailleurs, puisque la coupe qui va bien pour les hommes, on le sait, c'est la youle. Un mec, il est beau. C'était ça chez les anciens. D'ailleurs, vous voyez bien maintenant qu'il y a des locks, les hommes portent des locks et tout ça, et qui peuvent être ingénieurs et avoir quelque chose dans la tête. Médecin. J'ai vu un médecin urologue. Donc c'est nouveau. Oui, mais c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il y a quand même, pour beaucoup de monde dans la population, les locks étaient égal à la drogue, étaient les locks associés à cela. Aujourd'hui, c'est un fait esthétique pour l'Africain, l'Afro-descendant dans son ensemble, de pouvoir faire ce qu'il veut de ses cheveux. Très bien. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Ben écoutez, voilà, nous achevons cette émission. Alors je voulais, sur ce thème, dire que j'ai vu une très belle exposition à la bibliothèque Shelcher. C'était sur le cheveu d'afro-descendants et l'exposition était vraiment très très belle. Donc salutations aux membres de cette éminente institution qui présente des... Mais qui est en cours là Non, il y a environ 6 mois, elle était déjà passée, mais elle était vraiment magnifique et donc je salue les collaborateurs de la bibliothèque Shelcher qui proposent des choses intéressantes avec notamment parfois des conférences qui sont de très grande qualité, tout à fait.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, chers téléspectatrices, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Désolé, Grégory, d'avoir dépassé de 12 minutes le temps qui nous était imparti. Une bonne soirée à tous, un bon week-end, un long week-end, puisque demain, c'est en principe le jeûne. Et puis samedi, voilà, et samedi, c'est la danse. Et puis dimanche ou lundi, ça dépend des choix, ben, c'est le crabe. Donc on vous souhaite vraiment de passer ça en famille, de profiter de ces 4 jours de repos. Et puis, bien évidemment, s'amuser avec modération, notamment pour les gens qui prennent la route. Une bonne soirée, voilà. Une bonne soirée à tous, un bon week-end et à la semaine prochaine sur Zouk Télévision. Au revoir. Au revoir.